En entrant dans le hall d'un hôtel 5 étoiles, le millionnaire s'est figé en réalisant que la femme de ménage était son épouse disparue depuis 11 ans. Il s'est approché et, le marbre italien du hall d'entrée de l'hôtel de la Croix-Lyon brillait sous les lustres en cristal de baccarat, reflétant la lumière dorée de cette fin d'après-midi de novembre. Bastien Delacroix ajusta sa cravate Hermès d'un geste machinal, ses pas résonnant avec l'assurance d'un homme qui avait bâti un empire hôtelier de ses propres mains. À 42 ans, il portait ses tempes grisonnantes avec élégance, et son regard bleu acier ne laissait rien paraître des cicatrices que la vie avait gravées dans son cœur. Monsieur Delacroix, tout est parfait pour la réception de demain soir, murmura Julien, son assistant, en consultant frénétiquement sa tablette. Les roses blanches sont arrivées ce matin, le chef du bois a confirmé le menu et Bastien acquiesça distraitement, son attention captée par autre chose, quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. Une silhouette familière, penchée près de la fontaine centrale, frottait méthodiquement le socle de marbre avec des gestes précis et économes. La femme portait l'uniforme bleu marine du personnel d'entretien, ses cheveux châtains tirés en un chignon strict sous une charlotte en tissu. Ce n'était pas possible, pas après 11 ans. « Julien, qui est cette femme ?» Sa voix avait pris une tonalité étrange, presque étranglée. « Laquelle, monsieur ? Ah, celle-là !» Julien plissa les yeux. « C'est Socorro, je crois. Elle a commencé il y a 2 mois environ. » Très discrète, très professionnelle, pourquoi ? Socorro, le prénom espagnol résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. Mais ce profil, cette façon de pencher la tête légèrement sur la droite quand elle se concentrait, non, c'était impossible. Maëlle était morte. Il avait vu les débris de sa voiture au fond du ravin, le sang sur les sièges déchiquetés, ses bijoux éparpillés dans l'herbe mouillée. 11 ans, 3 mois et 12 jours, il connaissait ce chiffre par cœur, gravé au fer rouge dans sa mémoire. 11 ans qu'il se réveillait chaque matin avec ce vide béant dans la poitrine, cette douleur sourde qui ne s'estompait jamais complètement. 11 ans qu'il tentait de reconstruire une vie sur les ruines de son premier amour. La femme se redressa lentement, comme si elle avait senti son regard. Leurs yeux se croisèrent à travers le hall bondé de clients et d'employés, et le monde de Bastien s'effondra une seconde fois. C'était elle, c'était Maëlle, les mêmes yeux verts pailletés d'or, les mêmes lèvres pleines qu'il avait embrassées des milliers de fois, la même petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche, souvenir d'une chute à vélo quand elle avait 8 ans. Mais quelque chose avait changé, son regard, autrefois pétillant de joie de vivre, il était maintenant hanté, creusé par une souffrance indicible. Ses mains, qu'il se souvenait douces comme la soie, étaient maintenant calleuses, marquées par le travail manuel. Elle pâlit instantanément, sa serpillière glissant de ses doigts tremblants pour s'écraser sur le sol mouillé. Pendant une fraction de seconde, Bastien crut qu'elle allait s'évanouir. Puis, avec une rapidité qui le déconcerta, elle détourna le regard et se baissa pour ramasser son matériel, ses gestes saccadés trahissant sa panique. « Monsieur, tout va bien. » La voix de Julien lui parvint comme à travers un brouillard épais. Bastien ne répondit pas. Ses jambes le portèrent automatiquement vers la fontaine, bousculant au passage un client qui protesta vertement. Rien n'existait plus que cette femme qui ressemblait trait pour trait à son épouse défunte. « Excusez-moi. »« Madame ?» Elle se figea, le dos toujours tourné. Il vit ses épaules se crisper sous l'uniforme bon marché. « Socorro ?» chuchota-t-elle sans se retourner. « Je m'appelle Socorro Mendez. » Même sa voix, cette voix qu'il avait supplié de revenir dans ses rêves les plus fous, qu'il entendait parfois le soir quand la solitude devenait trop lourde, mais teintée maintenant d'un accent légèrement espagnol qu'elle n'avait jamais eu. « Regardez-moi. » Elle secoua imperceptiblement la tête. « Je ne peux pas, monsieur. J'ai du travail à finir. »« Maëlle ?» Le prénom s'échappa de ses lèvres comme une prière, comme un cri du cœur. Elle tressaillit violemment, et il sut avec une certitude absolue qu'il ne se trompait pas. Lentement, très lentement, elle se tourna vers lui. De près, il pouvait voir les ridules de fatigue autour de ses yeux, la pâleur de son teint, la maigreur de ses joues, mais c'était elle, sa Maëlle, sa femme, son grand amour perdu. « Vous vous trompez de personne », murmura-t-elle, mais ses yeux verts se remplirent de larmes qu'elle refoula aussitôt. « Je ne connais personne de ce nom. » Bastien tendit instinctivement la main vers son visage, comme il l'avait fait des milliers de fois autrefois. Elle recula d'un pas,
jetant des regards affolés autour d'eux. Le hall continuait sa vie normale. Clients élégants discutant affaires. Grooms poussant des chariots à bagages. Le tintement cristallin de la fontaine. Personne ne prêtait attention à leur étrange ballet. Comment est-ce possible ? Sa voix n'était plus qu'un souffle rauque. Tu es morte. J'ai identifié le corps. J'ai organisé tes funérailles. Il ne put finir sa phrase. Les souvenirs déferlaient. Cette nuit d'orage où la police l'avait appelé. La course folle jusqu'au ravin. La voiture retournée dans les broussailles. Le sang. Mon Dieu. Tout ce sang. Vous faites erreur, répéta-t-elle. Mais elle se rapprocha imperceptiblement, assez pour qu'il sente l'odeur familière de sa peau sous les effluves de produits d'entretien. Je ne suis qu'une employée, monsieur Delacroix. L'entendre prononcer son nom avec cette distance polie lui fit l'effet d'un coup de poignard. Comment pouvait-elle le regarder avec ses yeux étrangers, comme s'ils ne s'étaient jamais aimés à en perdre la raison, comme s'ils n'avaient jamais rêvé ensemble d'une famille, d'une vie entière à construire côte à côte? Maëlle, qu'est-ce qui s'est passé? Où étais-tu pendant toutes ces années? Pourquoi? Vous devez me laisser tranquille. Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots. S'il vous plaît. Elle rassembla précipitamment son matériel et fit mine de s'éloigner. Mais Bastien lui attrapa doucement le poignet. Sa peau était froide, ses os saillants sous ses doigts. Elle avait perdu tant de poids. « Lâchez-moi » siffla-t-elle. Et il y avait maintenant une peur panique dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas. Je ne comprends rien du tout » explosa-t-il à voix basse. « Ma femme ressuscite d'entre les morts et fait le ménage dans mon propre hôtel. Et je ne devrais pas poser de questions. » Elle jeta un coup d'œil désespéré vers la sortie, puis vers les caméras de surveillance, puis vers lui. Quelque chose dans son regard le glaça. Une terreur si profonde qu'il en eut la nausée. « Vous devez me promettre quelque chose » chuchota-t-elle si bas qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Vous devez jurer que vous allez faire comme si vous ne m'aviez jamais vu, comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. »« Quoi ? Mais tu es folle. Je ne peux pas. »« Bastien. » Elle prononça son prénom pour la première fois, et ce fut comme un baume sur une plaie à vif. « Écoute-moi bien. Vous devez fingir que vous ne me connaissez pas. Ou nous allons tous mourir, tous. Tu m'entends ?» Le sang de Bastien se figea dans ses veines. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui va mourir, Maëlle ? De quoi tu parles ?» Mais elle s'était déjà éloignée, poussant son chariot vers les ascenseurs de service avec des gestes mécaniques. Juste avant que les portes se referment, elle se retourna une dernière fois, leurs regards se croisèrent, et il lut dans ses yeux un message silencieux qui le bouleversa. « Je t'aime, je t'ai toujours aimé, mais ne me cherche pas. » Les portes se refermèrent, dans un soupir métallique. Et Bastien resta planté là, au milieu du hall de son hôtel, avec l'impression que sa vie venait de basculer pour la seconde fois. « Monsieur Delacroix ?» Julien était réapparu à ses côtés, l'air inquiet. « Vous êtes tout pâle. Vous voulez que j'appelle un médecin ?» Bastien secoua la tête, incapable de parler. Comment expliquer que la femme qu'il pleurait depuis 11 ans venait de lui dire qu'ils allaient tous mourir? 11 ans plus tôt. Villa Delacroix, Cannes, le test de grossesse tremblait entre les doigts de Maëlle, les 2 traits roses se détachant nettement sur le fond blanc. Enceinte, après 3 ans de mariage et tant d'espoir, c'était enfin arrivé. Elle porta instinctivement la main à son ventre encore plat, un sourire radieux illuminant son visage. « Bastien va être fou de joie », murmura-t-elle à son reflet dans le miroir de la salle de bain. Elle cachait le test dans son sac à main quand son téléphone vibra, un numéro inconnu. « Allô ? Maëlle Delacroix. » La voix était rauque, menaçante. « J'ai quelque chose qui t'appartient ?» Un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Un rire sinistre résonna dans l'écouteur. « Regarde tes messages. » La ligne se coupa. Maëlle ouvrit ses SMS d'une main tremblante. La photo qui s'afficha lui arracha un cri d'horreur. Noémie, sa petite sœur de 17 ans, ligotée sur une chaise, un bâillon sur la bouche, les yeux écarquillés de terreur. Le téléphone sonna de nouveau. « Tu as vu, jolie petite sœur, serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez ?» La voix de Maëlle n'était plus qu'un souffle. « Ton mari a quelque chose qui m'intéresse. Ces hôtels sont parfaits pour mes affaires. Très discrets. Tu vas m'aider à le convaincre de collaborer. Jamais.
Réfléchis bien, ma belle. Ta sœur ou ton mari? Il faut choisir. Présent. Appartement miteux, banlieue de Lyon-Socorro. Elle avait fini par s'habituer à ce nom. S'affala sur le canapé défoncé de son studio sordide, encore tremblante de sa rencontre avec Bastien. 11 ans, 11 années à vivre dans l'ombre. À porter ce secret qui la rongeait comme un cancer, elle ferma les yeux et se laissa emporter par les souvenirs. 11 ans plus tôt. « Je m'appelle Thibault Carrière », avait dit l'homme au téléphone. « Et si tu veux revoir ta sœur vivante, tu vas exactement faire ce que je te dis. » Les instructions étaient simples et terrifiantes. Espionner Bastien, découvrir ses contacts, ses faiblesses, ses habitudes, faire de ses hôtels de luxe des façades parfaites pour blanchir l'argent sale de l'organisation de Thibault. Et si je refuse? Ta sœur mourra, lentement. Et ton mari aussi, d'ailleurs. Un accident de voiture. Peut-être. Ces routes de montagne sont si dangereuses. Maëlle avait raccroché, le cœur battant à tout rompre. Le test de grossesse lui brûlait les doigts. Comment protéger à la fois l'homme qu'elle aimait, l'enfant qu'elle portait, et sa sœur en danger? 3 jours plus tard. Mon amour, tu es sûr que ça va? Bastien caressait tendrement ses cheveux, inquiet de la voir si pâle depuis quelques jours. Ils étaient allongés dans leur lit, dans cette chambre qui avait été leur cocon d'amour. Maëlle regardait son mari endormi, gravant chaque détail de son visage dans sa mémoire, ses cils épais, cette petite ride au coin de l'œil quand il souriait, sa façon de froncer les sourcils même dans son sommeil. Elle n'avait pas eu le courage de lui annoncer sa grossesse. Comment lui dire qu'elle portait leur enfant alors qu'elle s'apprêtait à détruire leur vie? Le téléphone avait sonné dans la nuit. Encore lui. Alors, ma décision. J'ai besoin de temps. Le temps, c'est ce qui manque à ta petite sœur. J'ai été patient, mais ma patience a des limites. Tu as 24 heures. Le lendemain soir, Maëlle conduisait sur la route sinueuse qui menait à Cannes, les larmes brouillant sa vision. Elle avait pris sa décision, la plus atroce de sa vie. Si elle acceptait de trahir Bastien, Thibault finirait par le détruire de toute façon. Si elle refusait, il les tuerait tous les 3. Bastien, Noémie et l'enfant qu'elle portait. Il ne restait qu'une solution. Disparaître. Faire croire à sa mort pour protéger ceux qu'elle aimait. Elle avait tout prévu. Le virage dangereux. La barrière de sécurité facile à forcer. Le ravin assez profond. Elle avait vidé ses veines de quelques litres de sang qu'elle avait conservés dans des poches médicales. Déchiré ses vêtements, éparpillé ses bijoux. Au dernier moment, elle avait hésité l'enfant. Comment abandonner l'enfant de Bastien? Puis elle avait pensé à Noémie, terrifiée quelque part dans un cachot, et à Bastien qui mourrait s'il découvrait la vérité sur Thibault. Elle n'avait pas le choix. Présent, Socorro rouvrit les yeux, chassant ses souvenirs douloureux. Sur la table de nuit crasseuse, la photo d'Anaïs la regardait. Sa fille, sa magnifique petite fille qu'elle avait abandonnée dans un orphelinat à l'âge de 6 mois. Après l'avoir mise au monde dans la clandestinité la plus totale, 10 ans, Anaïs avait maintenant 10 ans, et elle ne savait pas que sa mère était vivante. Elle croyait avoir été abandonnée par des parents qui ne l'aimaient pas. Cette pensée était un poison qui coulait dans les veines de Maëlle chaque seconde de chaque jour. 8 ans plus tôt. « Tu as fait du bon travail », avait dit Thibault, en lui tendant une liasse de billets. « Tes informations sur les associés de ton ex-mari nous ont été très utiles. » Ex-mari. Le mot lui faisait mal à chaque fois. Bastien n'était pas son ex-mari. Il était toujours son mari, même si le monde entier le croyait veuf. « Noémie, comment va-t-elle? Ta sœur se porte bien, tant que tu continues à coopérer. » Maëlle avait appris à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Chaque mission qu'elle accomplissait pour Thibault était une trahison de plus, mais aussi un jour de vie supplémentaire pour sa sœur. 5 ans plus tôt, elle avait regardé de loin Bastien sortir de l'église, au bras d'une femme brune et élégante, Solène, sa nouvelle épouse. Maëlle avait senti son cœur se briser une nouvelle fois, mais elle avait aussi ressenti un étrange soulagement. Il avait le droit d'être heureux. Il méritait de l'être. Le petit garçon qui trottinait à leur côté devait être Adrien, son demi-frère, l'enfant que Bastien avait eu avec une autre. 2 mois plus tôt, « J'ai une mission spéciale pour toi », avait annoncé Thibault, avec un sourire cruel. « Tu vas travailler dans un des hôtels de ton ex-mari. Femme de ménage. Parfait pour passer inaperçu. » Le cœur de Maëlle s'était arrêté. « Non, je ne peux pas, il me reconnaîtra. Après 11 ans,
Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Une femme de ménage, c'est invisible. Et puis, tu as changé, la souffrance, ça vieillit. Il avait raison. Le miroir ne mentait pas. Elle n'était plus la jeune femme épanouie d'autrefois. Les années d'angoisse, de culpabilité et de solitude avaient creusé son visage, courbé ses épaules, éteint l'éclat de ses yeux. Pourquoi maintenant ? Parce que ton cher Bastien commence à poser trop de questions sur certaines de mes opérations. Il faut qu'il disparaisse. Définitivement. Présent Socorro se leva péniblement du canapé et se dirigea vers la fenêtre crasseuse. Lyon s'étendait devant elle, ville lumière où elle vivait dans l'ombre. Quelque part dans cette ville, Bastien rentrait chez lui retrouver sa nouvelle famille. Quelque part aussi, Anaïs dormait dans son lit d'orpheline, rêvant peut-être de parents qui viendraient la chercher. Et quelque part, dans un lieu qu'elle ne connaissait pas, Noémie attendait toujours sa libération. Prisonnière depuis 11 longues années. Elle porta la main à son ventre, là où avait grandi l'enfant de Bastien, Anaïs, sa fille qui ne la connaîtrait jamais, qui grandirait en pensant être une orpheline abandonnée. Le téléphone sonna. Elle reconnut immédiatement la voix de Thibaut. « Alors, cette petite réunion avec ton ex-mari, il ne m'a pas reconnue, mentit-elle. « Parfait, parce que le plan a changé. Plus besoin d'attendre. Bastien Delacroix va mourir dans les 48 heures. » La ligne se coupa, laissant Maëlle dans un silence assourdissant. Elle avait menti pour gagner du temps, mais Thibaut découvrirait tôt ou tard la vérité, et quand cela arriverait, elle regarda une dernière fois la photo d'Anaïs, puis celle de Bastien qu'elle gardait cachée dans un tiroir. Il fallait qu'elle trouve un moyen de les sauver tous, même si cela devait lui coûter la vie. Après tout, officiellement, elle était déjà morte. Villa Delacroix, quartier résidentiel de Lyon. 19h30. Papa, regarde ce que j'ai dessiné. Adrien déboula dans le salon comme un petit ouragan, ses boucles brunes ébouriffées et ses joues rougies par l'excitation. Il brandissait fièrement une feuille couverte de couleurs vives où l'on distinguait une maison, un soleil jaune et 3 silhouettes tenant par la main. Bastien, encore sous le choc de sa rencontre avec Maëlle, eut du mal à se concentrer sur le dessin de son fils. C'est très joli, mon bonhomme. C'est nous. Adrien pointa du doigt les 3 personnages. Toi, maman, et moi. On est une famille heureuse. Pas vrai. Une famille heureuse. Les mots résonnèrent étrangement dans l'esprit de Bastien. Il prit son fils dans ses bras, respirant l'odeur douce de ses cheveux. Adrien, 7 ans, né de son union avec Solène. Un enfant merveilleux, intelligent et sensible, qui avait apporté de la lumière dans sa vie après les années sombres du deuil. Oui, mon cœur, nous sommes une famille heureuse. Mais était-ce vraiment le cas, maintenant que Maëlle était vivante? Que signifiaient ces 8 années de reconstruction? Bastien, tu es rentré. La voix mélodieuse de Solène résonna depuis la cuisine. Le dîner est presque prêt. Solène Marceau Delacroix, 36 ans, psychologue de formation, cheveux bruns coupés au carré et regard noisette toujours rempli de bienveillance. Elle était apparue dans sa vie 3 ans après la mort de Maëlle. D'abord comme thérapeute pour l'aider à surmonter son deuil, puis comme amie, puis comme femme. « J'arrive », répondit-il en posant Adrien par terre. Il trouva Solène dans leur cuisine moderne, s'affairant autour des fourneaux. Elle portait un tablier fleuri par-dessus sa robe bleue, et ses gestes avaient cette grâce naturelle qu'il avait appris à aimer. Pas l'amour-passion dévorant qu'il avait vécu avec Maëlle, mais quelque chose de plus doux, de plus apaisé, un amour de reconstruction. « Ça va, mon chéri, tu as l'air fatigué. » Elle s'approcha pour déposer un baiser sur ses lèvres, et il ne put s'empêcher de tressaillir imperceptiblement. Journée difficile à l'hôtel. Rien de grave. Solène l'observa de ses yeux perçants de psychologue. « Tu es sûr? Tu sembles troublé. Je t'assure. Tout va bien. » Mais rien n'allait. Comment lui expliquer que la femme pour laquelle il avait porté le deuil pendant des années venait de ressurgir de nulle part? Comment lui dire que leur mariage, leur famille, leur vie entière reposait peut-être sur un mensonge? Pendant ce temps, dans le studio de Socorro, Maëlle contemplait les 4 murs lépreux de son logement, ce taudis qu'elle appelait chez elle depuis bientôt 10 ans, un lit de camp, une kitchenette défoncée, une douche qui ne fonctionnait qu'1 jour sur 2. Quelle chute depuis la villa luxueuse qu'elle partageait avec Bastien. Sur la table branlante, un plateau repas industriel refroidissait à côté des quelques photos qu'elle s'autorisait à garder. Anaïs à 6 mois, quand elle l'avait abandonnée à l'orphelinat,
Anaïs a 3 ans, prise en secret lors d'une visite hasardeuse près de l'institution. Anaïs a 5 ans, à 7 ans, à 9 ans, toute une enfance volée, documentée par des instantanés dérobés, sa fille, son bébé qu'elle n'avait jamais pu bercer, consoler, voir grandir, qui ne savait pas que sa mère était vivante et pensait avoir été abandonnée par des parents indignes. Le téléphone vibra. Un SMS de l'orphelinat Sainte-Marie. « Chère Madame Mendez, nous vous informons qu'Anaïs a encore fait des cauchemars cette nuit. Elle réclame ses parents. Souhaiteriez-vous augmenter votre don mensuel pour financer un suivi psychologique ?» Maëlle ferma les yeux, ravageant de douleur. Elle envoyait chaque mois la moitié de son maigre salaire à l'orphelinat, prétendant être une bienfaitrice anonyme, soucieuse du bien-être d'Anaïs. Mais l'argent ne pourrait jamais remplacer l'amour d'une mère. Elle se leva et ouvrit le tiroir de sa commode. Tout au fond, enveloppée dans un vieux foulard, se trouvait sa plus précieuse possession, une photo de Bastien. Pas une photo récente prise en cachette, mais un cliché de leur lune de miel en Toscane, où il lui souriait avec cet amour infini dans les yeux. « Pardonne-moi », murmura-t-elle à l'image. « Pardonne-moi de t'avoir laissé croire que j'étais morte. Pardonne-moi de t'avoir poussée dans les bras d'une autre. Pardonne-moi de ne pas pouvoir te dire la vérité. » Retour chez les Delacroix. Le dîner se déroulait dans une ambiance faussement détendue. Adrien racontait sa journée d'école avec enthousiasme. Solène écoutait avec attention. Et Bastien faisait semblant de suivre la conversation. Mais ses pensées étaient ailleurs, dans un hall d'hôtel, avec une femme aux yeux hantés, qui portait un uniforme de femme de ménage. « Au fait, j'ai reçu un appel de l'école aujourd'hui », annonça Solène en servant le dessert. La maîtresse d'Adrien dit qu'il pose beaucoup de questions sur les familles recomposées ces derniers temps. Bastien sursauta. « Quel genre de questions ?»« Oh, rien d'inquiétant. Il voulait savoir si papa avait déjà été marié avant, s'il avait eu d'autres enfants. Tu sais comme les enfants peuvent être curieux. »« Papa, c'est vrai, tu as été marié avant maman ?» Les grands yeux innocents d'Adrien se posèrent sur lui avec cette franchise désarmante des enfants. Bastien sentit sa gorge se serrer. « Oui, mon bonhomme. Papa a été marié avant, avec une dame qui s'appelait Maëlle. Mais elle n'est plus là. Non, elle est morte. » Adrien, Solène intervint doucement. « Ce sont des questions difficiles pour papa. Mais je veux savoir, est-ce que j'ai des frères et sœurs? Est-ce que la dame, elle était gentille? Est-ce que... Ça suffit maintenant. » Bastien se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Excusez-moi, j'ai du travail. » Il sortit de la cuisine précipitamment, laissant derrière lui un silence pesant. Dans le couloir, il entendit Solène expliquer gentiment à Adrien que papa était fatigué et qu'il fallait éviter de parler de ces choses-là. Dans le bureau de Bastien, il s'enferma dans son bureau et se dirigea vers le coffre-fort dissimulé derrière un tableau. Ses doigts tremblaient en composant le code 1406, la date de leur mariage. À l'intérieur, soigneusement préservé, se trouvaient tous les souvenirs de sa vie avec Maëlle. Photos de leur rencontre à l'université, de leur fiançailles, de leur mariage, lettres d'amour qu'elle lui écrivait quand il était en déplacement, le test de grossesse qu'il avait trouvé dans ses affaires après l'accident et qui lui avait brisé le cœur. Elle était enceinte quand elle était morte. Ils allaient avoir un enfant. Il sortit une photo où Maëlle riait aux éclats, radieuse de bonheur. Comme elle était différente de la femme terrifiée qu'il avait croisée aujourd'hui. Que s'était-il passé? Où avait-elle vécu pendant toutes ces années? Et surtout, pourquoi lui avoir fait croire à sa mort? Un coup discret à la porte le fit sursauter. « Bastien !» C'était Solène. « Je peux entrer. » Il referma précipitamment le coffre. Bien sûr. Elle entra, tenant 2 tasses de thé fumant. Adrien s'est excusé. Il ne voulait pas te faire de la peine. « Je sais. Ce n'est pas sa faute. » Solène s'approcha et lui tendit une tasse. « Tu veux en parler ?» De Maëlle, le prénom dans la bouche de sa femme actuelle, lui fit un effet étrange. « Qu'est-ce que tu veux savoir ? Rien que tu n'aies envie de me dire. Mais je sens que quelque chose te tracasse depuis ton retour. Plus que d'habitude. » Plus que d'habitude, Solène avait raison. Même après 8 ans de mariage, il y avait toujours cette part de lui qui appartenait encore à Maëlle. Cette partie de son cœur que Solène n'avait jamais pu complètement guérir. C'est juste. Parfois j'ai l'impression de la voir. Dans la rue, dans un café, n'importe où. Le cerveau nous joue des tours, tu sais.
C'est normal. Le deuil n'est jamais complètement terminé. Elle posa une main réconfortante sur son épaule. Mais tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Nous sommes mariés, Bastien. Nous sommes une équipe. Une équipe, oui, c'était exactement cela. Avec Solène. Il avait appris la complicité, le soutien mutuel, la construction patiente d'une vie à deux, pas l'amour fou, mais quelque chose de solide et rassurant. « Je t'aime », dit-il spontanément, et c'était vrai, différemment qu'il avait aimé Maëlle, mais sincèrement, « Moi aussi je t'aime ». Elle déposa un baiser sur son front. « Et quoi qu'il arrive, nous affronterons ensemble, d'accord? Ensemble. » Si seulement elle savait à quel point ces mots allaient être mis à l'épreuve dans les jours à venir. 23h30, dans sa chambre d'orphelinat, Anaïs Delacroix, même si elle ne connaissait pas son vrai nom, se réveilla en sursaut, le cœur battant. Encore ce rêve. Cette femme aux cheveux châtains qui lui souriait et lui tendait les bras. Cette voix douce qui l'appelait « mon bébé ». Ce sentiment de sécurité absolue qui disparaissait dès qu'elle ouvrait les yeux. À 10 ans. Anaïs était une enfant sérieuse et réfléchie, plus mature que son âge. Elle savait qu'elle était différente des autres orphelins. Quelqu'un payait pour elle, veillait sur elle à distance. Mais qui et pourquoi ne venait-il jamais la voir? Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Quelque part dans cette ville, ses parents biologiques vivèrent peut-être leur vie, l'ayant oubliée depuis longtemps, ou peut-être étaient-ils morts, et elle était vraiment seule au monde. Un jour, je vous retrouverai, murmura-t-elle à la nuit étoilée. Et je comprendrai pourquoi vous m'avez abandonnée. Dans son studio sordide, Maëlle frissonna sans raison apparente, comme si elle avait entendu l'appel muet de sa fille à travers les kilomètres qui les séparaient, cabinet de psychologie de Solène, centre-ville de Lyon, 16e. Alors, Madame Durand, comment vous sentez-vous depuis notre dernière séance? Solène Marceau Delacroix écoutait sa patiente avec cette attention bienveillante qui avait fait sa réputation. Mais une partie de son esprit était ailleurs. Bastien avait été étrange ces derniers jours. Distant, préoccupé, elle le connaissait assez pour savoir que quelque chose le tourmentait profondément. « Docteur, vous m'écoutez? Pardonnez-moi, Madame Durand. Vous disiez, après le départ de sa patiente. » Solène resta seule dans son bureau, contemplant les diplômes accrochés au mur. Docteur en psychologie, spécialisé dans le traitement des traumatismes, une carrière brillante, construite sur des mensonges. Son téléphone vibra, un message qui la fit pâlir instantanément. « Il faut qu'on se parle. Rendez-vous habituel. 18h ans. T. Thibault. Son frère. Son cauchemar. Entrepôt désaffecté. Banlieue industrielle de Lyon. 18h01 Solène. Poussa la lourde porte métallique, ses talons résonnant sur le béton froid. L'endroit sentait l'humidité et la rouille, éclairé seulement par quelques néons vacillants. Au fond du hangar, une silhouette l'attendait. Thibault Carrière, 45 ans. Cheveux noirs gominés, costume coûteux qui ne parvenait pas à masquer la brutalité de son regard. Son frère aîné, l'homme qu'elle craignait plus que tout au monde. Ma petite Solène, toujours aussi ponctuelle. Elle frissonna au son de cette voix qu'elle connaissait depuis l'enfance. « Qu'est-ce que tu veux, Thibault ?» Du respect, pour commencer. Il s'approcha, et elle dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas reculer. « Tu sembles oublier qui a payé tes études, qui t'a trouvé ce travail, qui t'a mise sur la route de ton cher mari. Je n'oublie rien. » Sa voix tremblait malgré elle. « Mais j'ai tenu ma part du marché. J'ai épousé Bastien. Je te renseigne sur ses affaires. Tu te ramollis. » Il tourna autour d'elle comme un prédateur. 8 ans de petit bonheur bourgeois t'ont fait perdre de vue l'essentiel. Flashback. 15 ans plus tôt, Solène avait 21 ans quand elle avait découvert la véritable nature des affaires de son frère. Étudiante en psychologie, elle vivait modestement grâce à une bourse. Croyant que Thibault dirigeait une entreprise de transport, la vérité avait éclaté un soir d'hiver, quand elle l'avait vu tabasser un homme à coups de barre de fer dans un parking souterrain. « Thibault, qu'est-ce que tu fais ?» Il s'était retourné, le visage éclaboussé de sang, et elle avait vu pour la première fois le monstre qui se cachait derrière le grand frère protecteur. « Tu n'as rien vu, petite sœur, rien du tout. Mais cet homme, il faut appeler une ambulance. Cet homme me devait de l'argent, beaucoup d'argent. Il avait essuyé ses mains sur un mouchoir, comme s'il venait simplement de réparer une voiture. Et maintenant, tu fais partie de la famille, pour de bon. » Ce soir-là,
Elle avait appris que Thibault dirigeait un réseau de blanchiment d'argent, qu'il possédait des juges, des policiers, des politiciens, et qu'elle était désormais sa complice, qu'elle le veuille ou non. Retour au présent. « J'ai besoin que tu surveilles ton mari de plus près, » reprit Thibault. « Il pose trop de questions sur certaines de mes opérations. Bastien n'est pas stupide. S'il découvre que ces hôtels servent à blanchir ton argent, il ne découvrira rien. » Le sourire de Thibault était glacial. Parce que bientôt, il ne sera plus en état de découvrir quoi que ce soit. Le sang de Solène se figea. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ton mari va avoir un accident, tragique bien sûr. Et tu hériteras de son empire hôtelier. Pratique. Non. Non. » Elle se dressa face à lui, tremblante de rage et de peur. « Je ne te laisserai pas toucher à Bastien. » La gifle partit si vite qu'elle ne la vit pas venir. Sa joue la brûla, et le goût du sang emplit sa bouche. « Tu ne me laisserais pas. » Thibault ricana. « Tu sembles oublier qui tire les ficelles ici. »« Ma chère sœur !» Il sortit son téléphone et lui montra une photo qui lui arracha un cri d'horreur. Adrien, son petit Adrien, sortant de son école, inconscient du danger qui le guettait. Joli gamin. Serait dommage qu'il lui arrive quelque chose sur le chemin de l'école. Tu es un monstre. Je suis ton frère, et tu m'obéiras, comme tu l'as toujours fait. Flashback. 8 ans plus tôt, Solène n'avait jamais voulu être thérapeute de Bastien Delacroix. Mais Thibault avait tout organisé. La recommandation, le premier rendez-vous, même la coïncidence qui les avait menés à se revoir en dehors du cabinet. C'est un veuf riche et influent, lui avait expliqué Thibault. Exactement ce qu'il me faut pour développer mes affaires. Tu vas l'épouser. Je ne peux pas faire ça. C'est immoral. L'immoral, c'est de laisser mourir cette pauvre Noémie Beaumont, tu sais, la sœur de feu Maël Delacroix. Elle vieillit mal, en captivité. Noémie, Solène avait découvert l'existence de cette femme séquestrée depuis des années, otage des machinations de son frère, une vie humaine qui dépendait de sa coopération, mais contre toute attente, elle était tombée amoureuse, vraiment amoureuse. Bastien était doux, intelligent, blessé par la vie mais d'une bonté profonde. Et quand Adrien était né, elle avait enfin connu ce que signifiait aimer sans condition. Retour au présent. La situation a changé, annonça Thibault en allumant un cigare. L'ancienne Madame Delacroix n'est pas aussi morte qu'on le croyait. Solène sentit le monde vaciller autour d'elle. Quoi ? Maëlle Beaumont, ta prédécesseur, elle vit sous le nom de Socorro Mendez depuis 11 ans, et figure-toi qu'elle travaille maintenant dans l'hôtel de son ex-mari. C'est impossible. Bastien croit qu'elle est morte. Il a organisé ses funérailles. Les funérailles d'un cadavre imaginaire, oui. Cette petite garce a mis en scène sa propre mort pour échapper à mes plans. Très malin, je dois l'avouer. Solène s'appuya contre un pilier, les jambes coupées. Si Maëlle était vivante, si Bastien l'apprenait, tout s'effondrerait. Son mariage, sa famille, sa vie entière. Qu'est-ce que tu vas faire ? D'abord, éliminer le problème Bastien. Ensuite, récupérer ma petite espionne rebelle. Et toi, ma chère sœur, tu vas m'aider. Jamais. Thibault sortit une autre photo. Cette fois, c'était Noémie, visiblement plus âgée, plus maigre, mais vivante. 11 ans de captivité, ça marque une femme, mais elle tient bon, courageuse, la petite, comme sa sœur. Tu la retiens prisonnière depuis 11 ans, le prix de la désobéissance de Maëlle. Et si tu ne coopères pas, je peux très bien garder cette tradition familiale. Adrien grandirait très bien dans une cave, tu ne crois pas ? Solène ferma les yeux, écrasée par le poids de la situation. D'un côté, l'homme qu'elle aimait et l'enfant qu'elle chérissait. De l'autre, son frère psychopathe qui détenait tous les atouts. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Que tu surveilles à ton mari ? S'il entre en contact avec sa chère épouse défunte, je veux le savoir immédiatement. Et quand le moment sera venu, il tira une bouffée de son cigare. Tu auras une crise cardiaque tragique, veuvage prématuré, très touchant. Tu veux que je tue Bastien ? Je veux que tu choisisses ton camp, une bonne fois pour toutes, ton mari ou ton fils, ta nouvelle famille ou ton sang. Villa Delacroix. 20h30, Solène poussa la porte de sa maison. Les jambes flageolantes, dans le salon, Bastien aidait Adrien avec ses devoirs. Leurs têtes penchées ensemble sur un cahier de mathématiques. Une scène si normale, si paisible, qui contrastait cruellement avec l'horreur qu'elle venait de vivre. « Maman !» Adrien courut vers elle.
Papa m'a aidé pour les divisions, je commence à comprendre. Elle le serra contre elle avec une intensité qui le surprit. C'est formidable, mon chéri. Ça va? Bastien s'approcha inquiet. Tu es toute pâle. Journée difficile au cabinet. Un patient particulièrement éprouvant. Il la prit dans ses bras, et elle respira son parfum familier, cette odeur rassurante qui était devenue son refuge. Comment pourrait-elle le trahir? Comment pourrait-elle choisir entre lui et Adrien? Je t'aime, murmura-t-elle contre son épaule. Moi aussi je t'aime. Mais pour combien de temps encore? Quand découvrirait-il que leur rencontre n'était pas un hasard, que leur mariage était né d'un mensonge, que la femme qu'il pleurait depuis 11 ans était vivante et travaillait à quelques kilomètres de là? Minuit, dans son lit solennel, regardait Bastien dormir, gravant chaque détail de son visage dans sa mémoire, ses cheveux grisonnants, ses rides de sourire, cette petite cicatrice au menton qu'il avait depuis l'enfance. Demain, elle devrait choisir. L'amour de sa vie ou la vie de son fils, la vérité ou le mensonge, la rédemption ou la damnation. Elle caressa doucement sa joue, et il sourit dans son sommeil. Un sourire si confiant, si paisible. Il ne se doutait de rien. « Pardonne-moi », chuchota-t-elle dans l'obscurité. « Pour tout ce que je vais devoir faire, pardonne-moi d'avance. » Parc de la Tête d'Or, Lyon, 6h30 du matin. La brume matinale flottait encore au-dessus du lac quand Bastien arriva au point de rendez-vous. Il avait passé la nuit entière à tourner dans son lit. Hanté par le regard terrifié de Maëlle, à l'aube, il n'avait plus tenu et lui avait envoyé un message sur le numéro de portable du personnel de l'hôtel. « Il faut qu'on se parle. Parc de la Tête d'Or, banc près du lac, 6h30, je t'en supplie. » Elle était déjà là, assise sur le banc qu'il avait indiqué, emmitouflée dans un manteau de laine élimé. De loin, on aurait pu la prendre pour n'importe quelle joggeuse matinale faisant une pause, mais Bastien reconnaissait cette façon qu'elle avait de pencher la tête quand elle réfléchissait, cette manière de croiser les mains sur ses genoux. « Tu es venue ?» dit-il en s'asseyant à côté d'elle, assez près pour sentir son parfum sous l'odeur de lessive bon marché. « Je n'aurais pas dû. » Sa voix était à peine audible. « C'est dangereux. Dangereux pour Bawei-O. Maëlle, bon sang, qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu pendant toutes ces années ?» Elle ferma les yeux, comme si la douleur était physique. « Tu ne comprends pas. Si on nous voit ensemble, si quelqu'un découvre que je suis vivante, qui découvre? De qui tu as peur ?» Un jogger passa devant eux, et Maëlle sursauta violemment. Bastien posa instinctivement une main rassurante sur son bras, et elle ne s'écarta pas. Ce simple contact électrisa tous ses nerfs. « J'ai une fille », lâcha-t-elle soudain. Bastien sentit son cœur s'arrêter. « Quoi ? Une fille de 10 ans, elle. Elle s'appelle Anaïs. » Les larmes roulaient maintenant librement sur ses joues. « Elle vit à l'orphelinat Sainte-Marie. Elle ne sait pas que je suis sa mère. » « Comment ça ? Une fille ?» Sa voix montait dans les aigus. « Maëlle, j'étais ton mari. Si tu as eu un enfant, elle est de toi. » Ces 4 mots tombèrent comme une sentence. « J'étais enceinte quand j'ai disparu. J'ai découvert ma grossesse le jour même où... » Elle ne put finir sa phrase, étouffée par les sanglots. Bastien la regardait, abasourdi. Une fille. Il avait une fille de 10 ans qui vivait dans un orphelinat. Un enfant de son sang qui avait grandi sans lui, sans savoir qui était son père. Pourquoi ? Ce simple mot contenait 11 années de souffrance. Pourquoi m'avoir fait croire à ta mort ? Pourquoi m'avoir privé de notre enfant ? Maëlle releva la tête, et il vit dans ses yeux verts une détresse si profonde qu'elle lui donna envie de la prendre dans ses bras et de ne plus jamais la lâcher. Parce qu'on avait enlevé Noémie, flashback, 11 ans plus tôt. Ma sœur avait 17 ans, continua Maëlle d'une voix brisée. Elle préparait son bac, elle rêvait de devenir vétérinaire. Un matin, elle a disparu en sortant du lycée. Le soir même, un homme m'a appelée. Elle lui raconta tout. Thibault de Carrière, le chantage, les menaces, le choix impossible entre la vie de sa sœur et la sécurité de Bastien. Il voulait utiliser tes hôtels pour blanchir son argent. Il savait que tu refuserais. Alors il a décidé de passer par moi. Si j'acceptais de t'espionner, de le renseigner sur tes affaires, Noémie restait en vie. Si je refusais, tu aurais dû me le dire, explosa Bastien. On aurait trouvé une solution ensemble. Quelle solution ? Elle se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Cet homme avait des contacts partout, dans la police, chez les juges, dans les entreprises. Il t'aurait tué, Bastien, et notre bébé avec. Alors tu as préféré mourir.
J'ai préféré vous sauver. Tous les deux. » Elle porta instinctivement la main à son ventre. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai su que je ne pouvais pas mettre notre enfant en danger. Alors j'ai organisé ma propre mort. Les détails étaient atroces. La voiture précipitée dans le ravin, les poches de sang médicales qu'elle avait volées à l'hôpital où elle faisait du bénévolat, ses bijoux éparpillés pour faire croire à un accident. Je me suis cachée jusqu'à l'accouchement, 6 mois de grossesse dans la clandestinité, à vivre de petits boulots au noir, terrifiée à l'idée qu'on me reconnaisse. Et après la naissance d'Anaïs, Thibaut m'a retrouvée. Je ne sais toujours pas comment. Il m'a proposé un marché, travailler pour lui en échange de la vie de Noémie, espionner ses concurrents, ses ennemis, collecter des informations. Et tu as accepté. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Sa voix se brisa. J'avais un bébé de 6 mois. Ma sœur était toujours prisonnière. Et toi, tu étais en sécurité, tant que tu me croyais morte. Retour au présent, Bastien se leva du banc et fit quelques pas vers le lac, les mains dans les cheveux. Une fille. Il avait une fille de 10 ans qu'il n'avait jamais vue, jamais tenue dans ses bras, jamais bordée le soir. Comment elle s'appelle déjà ? Anaïs de la Croix. Même si elle ne le sait pas, à l'orphelinat, elle porte le nom de Mendes. Elle me ressemble. Maëlle sourit à travers ses larmes. Elle a tes yeux et ton obstination. Elle pose des questions sur tout. Elle veut tout comprendre. Les sœurs disent qu'elle est très intelligente. Tu la vois. Jamais, enfin. Parfois, je passe devant l'orphelinat. De loin, je fais semblant d'être une bienfaitrice anonyme qui envoie de l'argent pour elle. Mais elle ne sait pas que j'existe. Bastien revint s'asseoir, plus près cette fois. Et Noémie, ta sœur est toujours vivante, prisonnière depuis 11 ans, mais vivante. Thibaut me montre des photos d'elle de temps en temps, pour me rappeler ce qui arrivera si je désobéis. Mon Dieu, Maëlle, tu as vécu un enfer pendant toutes ces années. Pas un enfer. L'enfer, c'était de vous savoir en sécurité tous les deux, toi et notre bébé. Ça valait tous les sacrifices. Tu dis « tous les deux », mais tu m'as laissé t'épouser, Solène. Tu m'as regardé refaire ma vie avec une autre femme. Une douleur fulgurante traversa le regard de Maëlle. Tu crois que ça a été facile. Tu crois que j'ai pas eu envie de mourir pour de bon le jour où je t'ai vu sortir de l'église avec elle. Alors pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi te révéler aujourd'hui ? Parce que Thibaut t'a décidé de te tuer. Ces mots tombèrent dans le silence matinal, comme une pierre dans l'eau calme du lac. Il en a assez d'attendre. Il veut prendre le contrôle direct de tes hôtels. Et pour ça, il faut que tu disparaisses. J'ai travaillé dans ton hôtel ces 2 derniers mois pour essayer de te protéger, pour découvrir son plan exact. Tu travaillais là pour me protéger. Je n'avais pas prévu que tu me reconnaîtrais. 11 ans. C'est long, j'ai changé. Bastien tendit la main vers son visage, et cette fois, elle ne recula pas. Sa peau était plus fine qu'autrefois, marquée par la souffrance. Mais c'était toujours sa Maëlle. Tu n'as pas changé tant que ça. Tu es toujours la plus belle femme que j'ai jamais vue. Bastien, je t'aime toujours. Les mots sortirent de sa bouche sans qu'il puisse les retenir. Pendant toutes ces années, j'ai essayé de t'oublier. J'ai reconstruit ma vie. J'ai eu un autre enfant. Mais je t'aime toujours. Elle ferma les yeux, et de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Tu ne peux pas dire ça. Tu as une femme, un fils. Et toi, tu as une fille. Notre fille. Tu crois qu'on peut continuer à faire comme si rien ne s'était passé ? Un silence pesant s'installa entre eux. Au loin, la ville se réveillait. Bientôt, les joggeurs seraient plus nombreux. Les promeneurs de chiens arriveraient. Il fallait qu'ils partent. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Bastien. « Je ne sais pas si Thibaut découvre qu'on s'est vus. On s'enfuit, tous les 3. Toi, moi et Anaïs. On disparaît, on recommence ailleurs. Et Adrien et Solène, tu vas abandonner ton fils. » La mention d'Adrien lui serra le cœur. Son petit garçon de 7 ans, si confiant, si aimant. Comment pourrait-il l'abandonner ? Je ne sais pas, avoua-t-il. Je ne sais plus rien. Hier encore, ma vie avait un sens. J'étais veuf, remarié, père d'un enfant merveilleux. Et maintenant tu découvres que ta première femme est vivante et que tu as une fille de 10 ans qui croit être orpheline. Et exactement. Maëlle se leva. Il faut que je parte, si on me voit avec toi. Attends. Il l'attrapa par la main. On se revoit quand ?
Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Maëlle, je viens d'apprendre que j'ai une fille. Tu ne vas pas disparaître de nouveau. » Elle hésita, puis sortit un vieux téléphone portable de sa poche. « C'est un téléphone jetable. Personne ne peut le tracer si tu as besoin de me parler. » Elle nota le numéro sur un bout de papier qu'elle lui tendit. Leurs doigts se touchèrent, et l'électricité fut la même qu'autrefois. « Fais attention à toi, » murmura-t-elle. « Thibaut ne plaisante pas. Il a déjà tué pour moins que ça. » Elle s'éloigna rapidement, et Bastien resta seul sur le banc, le bout de papier serré dans sa main. Autour de lui, Léon se réveillait tranquillement, ignorant que sa vie venait de basculer une seconde fois. Il avait une fille qui s'appelait Anaïs et qui vivait dans un orphelinat à quelques kilomètres de là. Une fille qui ne savait pas que son père était vivant et pensait avoir été abandonné, et il était toujours amoureux de sa mère, Villa de la Croix. 7h30, Bastien poussa la porte de sa maison, l'esprit encore bouleversé par sa rencontre avec Maëlle. L'odeur familière du café et des tartines grillées flottait dans l'air, ramenant brutalement à la réalité de sa vie actuelle. Sa vraie vie. Où était-ce l'autre? Celle d'avant? Qui était vraie? Papa. Adrien déboula dans l'entrée, encore en pyjama, ses cheveux bruns en épi. Tu étais où? Maman a dit que tu étais parti courir, mais tu n'as pas tes affaires de sport. Bastien baissa les yeux vers ses vêtements de ville froissés. À 7 ans, Adrien remarquait déjà tout. Cette intelligence précoce, qui le rendait si fier d'habitude, lui parut soudain dangereuse. J'avais un rendez-vous professionnel très tôt. Mon bonhomme, un dimanche matin, les grands yeux noisettes d'Adrien, les yeux de Solène, le fixaient avec cette curiosité insatiable qui le caractérisait. Avec qui? Adrien, laisse papa tranquille, intervint Solène depuis la cuisine. Viens finir ton petit déjeuner. Mais le petit garçon ne bougeait pas, scrutant le visage de son père avec une attention troublante. Tu as l'air triste, papa, comme quand tu regardes les photos dans ton bureau. Le cœur de Bastien manqua un battement. Quelle photo? Celle de la dame qui était ta femme avant maman. Un silence de plomb s'abattit dans l'entrée. Solène apparut sur le seuil de la cuisine, une tasse de café à la main, l'air inquiet. Adrien, qu'est-ce que tu racontes? Ben, les photos dans le coffre-fort de papa. Le petit garçon parlait avec l'innocence de celui qui ne mesure pas la portée de ses mots. Il y en a plein. La dame, elle est très jolie. Et elle sourit tout le temps. Et il y a aussi un petit bâton blanc avec des traits roses. Bastien ferma les yeux. Le test de grossesse de Maëlle. Adrien avait fouillé dans ses souvenirs les plus intimes. Comment tu connais le code du coffre? Sa voix était plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. J'ai regardé quand tu l'ouvrais. C'est 1406. Comme ton anniversaire de mariage avec la dame, c'est écrit sur les photos. Solène posa sa tasse d'une main tremblante. Son visage avait pris une pâleur inquiétante. Adrien, monte dans ta chambre, ordonna-t-elle d'une voix étranglée. Mais maman... tout de suite. Le petit garçon obéit, mais pas avant d'avoir lancé un regard perplexe entre ses parents. Ses pas résonnèrent dans l'escalier. Puis une porte claqua à l'étage. Solène se tourna vers Bastien, et il lut dans ses yeux une douleur qu'il ne lui connaissait pas. 14 juin, votre anniversaire de mariage. Sa voix n'était qu'un murmure. Tu utilises cette date comme code depuis 8 ans. Solène, notre fils de 7 ans connaît par cœur ta première date d'anniversaire, mais il ne sait même pas la nôtre. Elle avait raison. Leur mariage avait eu lieu le 23 septembre, et jamais cette date n'avait eu l'importance symbolique de celle de ses noces avec Maëlle. Ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que je crois, Bastien? Que mon mari conserve religieusement les photos de sa première épouse, que notre fils découvre ces images en cachette parce que son père s'enferme régulièrement pour les contempler, que je vis depuis 8 ans dans l'ombre d'une morte. Chaque mot porté, juste et cruel, Bastien voulut s'approcher d'elle, mais elle recula. « Il faut qu'on parle, » dit-il. « Parler, maintenant, après 8 ans de mariage. » Solène eut un rire amer. « Tu sais ce qui me fait le plus mal. Ce n'est pas que tu aies gardé ces photos, c'est qu'Adrien les ait trouvées avant moi, à l'étage. » Chambre d'Adrien, le petit garçon était assis sur son lit. Serrant contre lui son doudou préféré, un ours en peluche élimé qu'il avait baptisé Gros Mignon, il avait entendu les éclats de voix de ses parents, et une angoisse qu'il ne comprenait pas lui serrait la poitrine. Il savait qu'il avait fait une bêtise en parlant des photos, mais il ne comprenait pas pourquoi. Papa regardait souvent ces images avec un air triste, et maman devenait bizarre quand on parlait de l'époque d'avant, mais personne ne lui expliquait jamais rien.
Adrien descendit silencieusement de son lit et ouvrit le tiroir de sa commode. Tout au fond, caché sous ses chaussettes, se trouvait son trésor secret, une photo qu'il avait empruntée dans le bureau de son père. La femme sur la photo était effectivement très belle. Elle avait de longs cheveux châtains qui brillaient au soleil, des yeux verts pétillants, et elle riait en regardant celui qui la photographiait. On voyait qu'elle était très amoureuse. Au dos, une écriture féminine avait écrit « Pour mon Bastien, mon amour éternel. Maëlle, juin 2014. Maëlle. » Elle s'appelait Maëlle. Adrien avait déjà entendu ce prénom. Parfois, la nuit, papa parlait dans son sommeil. Il disait « Maëlle, reviens » ou « Pardonne-moi, Maëlle » et maman pleurait en silence à côté de lui. Le petit garçon remit précieusement la photo dans sa cachette. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait que cette femme était importante, plus importante que maman ne voulait l'admettre. En bas, salon, elle s'appelait comment ? Demanda Solène, assise rigidement sur le canapé. Maëlle, Maëlle Beaumont. Et elle est morte comment ? Bastien hésita. Comment expliquer sans révéler la vérité ? Accident de voiture, sur la route de Cannes. Vous étiez mariés depuis longtemps ? 3 ans. Vous vouliez des enfants ? La question le transperça. Oui, elle était enceinte quand elle est morte. Solène encaissa le coup comme une gifle. Enceinte, Solène, ça n'a rien à voir avec nous, avec notre couple. Tu le sais bien. Qu'est-ce que je sais ? Elle se leva brusquement. Je sais que tu m'as épousée par défaut, que je suis un prix de consolation, que tu penses à elle chaque fois qu'on fait l'amour. C'est faux, vraiment. Alors pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais failli être père avec elle ? Pourquoi tu caches ces photos comme un trésor ? Pourquoi tu prononces son nom dans ton sommeil ? Bastien resta sans voix. Comment nier l'évidence ? Je t'aime, dit-il finalement. Différemment, mais je t'aime. Différemment. Elle répéta le mot avec amertume. C'est bien le problème. Orphelinat Sainte-Marie, 10 Rio à quelques kilomètres de là. Dans la cour de récréation de l'orphelinat, Anaïs Mendes était assise seule sur un banc, un livre ouvert sur les genoux. À 10 ans, elle préférait la lecture aux jeux bruyants des autres enfants. Les histoires l'emmenaient loin de cette vie d'orpheline. Dans des mondes où les familles existaient vraiment, tu lis encore. Maxime, un garçon de son âge, s'approcha. « Tu devrais venir jouer au foot avec nous. »« Non merci, je préfère mon livre. »« C'est quoi cette fois ?» Anaïs montra la couverture. « Les Misérables. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Cosette. Elle aussi, elle n'avait pas de parents. Et après, elle en trouve. Oui, un monsieur très gentil l'adopte et l'aime comme sa propre fille. » Maxime haussa les épaules. « C'est juste une histoire. Dans la vraie vie, les grands, ils ne viennent pas chercher les enfants comme nous. Peut-être que si. » Anaïs referma son livre. « Ma marraine anonyme, elle envoie de l'argent pour moi depuis que je suis bébé. Peut-être qu'un jour, elle viendra me voir. »« Ta marraine, elle n'existe pas. C'est juste sœur Agnès qui invente ça pour que tu sois pas trop triste. » Les mots de Maxime frappèrent Anaïs comme une claque. Et s'il avait raison ? Et si cette mystérieuse bienfaitrice n'était qu'un mensonge pieux ? « Tu mens !» cria-t-elle. « C'est pas moi qui le dis. C'est mon grand frère qui est parti l'année dernière. Il a dit que toutes les histoires de marraine, c'est du pipeau. » Anaïs se leva d'un bond, les larmes aux yeux. « Tu es méchant !» Elle courut vers le bâtiment principal. Abandonnant son livre sur le banc, dans sa chambre qu'elle partageait avec 3 autres filles, elle se jeta sur son lit et enfouit sa tête dans l'oreiller. Et si Maxime disait vrai ? Et si personne ne s'intéressait vraiment à elle ? Et si elle était destinée à rester ici jusqu'à ses 18 ans avant d'être jetée dans le monde sans famille ? Sans amour, sans personne, dans la poche de sa robe, elle serra le petit médaillon qu'elle portait toujours, le seul objet qu'elle possédait depuis son arrivée à 6 mois. À l'intérieur, il y avait une minuscule photo d'une femme aux cheveux châtains, une femme qui lui ressemblait étrangement. Sœur Agnès lui avait dit que c'était sans doute sa maman, mais Anaïs n'avait jamais osé y croire vraiment. Cette femme sur la photo avait l'air si heureuse, si rayonnante. Comment aurait-elle pu abandonner son bébé ? « Un jour, je vous retrouverai, » murmura-t-elle au médaillon. « Et vous m'expliquerez pourquoi vous m'avez laissé. » Villa de la Croix. 11 ans. Adrien avait fini par redescendre au salon, où régnait un silence pesant. Papa était dans son fauteuil, la tête dans les mains.
Maman regardait par la fenêtre, les yeux rouges. « Vous vous disputez à cause de moi ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Non, mon chéri, » répondit Solène en s'efforçant de sourire. « Papa et maman ont juste des choses à régler. C'est à cause de la dame sur les photos. » Bastien releva la tête. « Adrien, il ne faut plus fouiller dans le bureau de papa, d'accord. Mais pourquoi tu les caches, ces photos? Si elle était gentille, pourquoi maman ne veut pas qu'on parle d'elle ?» Les questions innocentes de l'enfant étaient autant de poignards. Comment expliquer à un petit garçon de 7 ans la complexité des sentiments adultes? « Parce que ça rend papa triste », expliqua Solène avec douceur. « Quand on perd quelqu'un qu'on aimait beaucoup, c'est difficile d'en parler. Mais si on n'en parle jamais, on oublie. Et c'est pas bien d'oublier les gens qu'on aimait. » De la bouche d'un enfant. Bastien regarda son fils avec une émotion nouvelle. Comment ce petit bonhomme pouvait-il être si sage? « Tu as raison, » dit-il. « On ne doit pas oublier. Mais il faut aussi savoir vivre avec ceux qui sont là. Alors on peut parler de la dame. Comment elle s'appelait ?» Bastien croisa le regard de Solène, qui hocha imperceptiblement la tête. « Elle s'appelait Maëlle. Et tu as raison. Elle était très gentille. Elle aurait été ma marraine si elle n'était pas morte. Peut-être, oui, sûrement. » Adrien sourit pour la première fois de la matinée. « Alors je vais penser à elle des fois, pour pas qu'elle soit toute seule au paradis. » Cette fois, les larmes coulèrent librement sur les joues de Bastien. Son fils, si pur, si généreux, sans savoir qu'il venait de parler de la mère de sa demi-sœur inconnue. Si seulement il savait comme c'était compliqué. Orphelinat Sainte-Marie, 15h30 Anaïs descendait les marches de l'orphelinat, son cartable sur le dos, quand une voiture noire s'arrêta devant le portail. C'était l'heure de la sortie d'école, et plusieurs enfants traînaient encore dans la cour. Mais quelque chose dans cette automobile la mit mal à l'aise. Un homme en sortit, grand, cheveux noirs gominés, costume coûteux. Il souriait, mais ses yeux restaient froids. Anaïs recula instinctivement. « Bonjour ma petite, tu es bien Anaïs ?» Elle hocha la tête, méfiante. Les sœurs leur avaient appris à ne jamais parler aux inconnus. « Je m'appelle Thibaut. Je suis un ami de ta marraine. Elle m'a envoyé te chercher. » Le cœur d'Anaïs fit un bond. Sa marraine mystérieuse, celle qui payait pour elle depuis toujours. Vraiment, bien sûr, elle a très envie de te rencontrer. Monte dans la voiture. On va aller la voir ? Anaïs hésita. Sœur Agnès leur avait toujours dit de ne jamais partir avec des étrangers. Mais cet homme parlait de sa marraine, cette femme qu'elle rêvait de rencontrer depuis si longtemps. Je dois prévenir les sœurs. Pas la peine. Le sourire de Thibaut se fit plus pressant. Elles sont au courant. Allez, dépêche-toi. Ta marraine attend. Au moment où Anaïs s'approchait de la voiture, la portière arrière s'ouvrit brusquement. 2 hommes en sortirent et l'attrapèrent avant qu'elle puisse crier. Une main se plaqua sur sa bouche. Un tissu imprégné d'une odeur écœurante sur son nez. Le monde bascula, et elle sombra dans l'inconscience. Studio de Socorro. 16h ans Maëlle repliait son linge, quand son téléphone sonna. Le numéro de Thibaut s'afficha, et son sang se glaça instantanément. « Allô ? Salut ma belle. Tu sais quoi ? J'ai fait une découverte fascinante aujourd'hui. » « De quoi tu parles ? De ta petite visite matinale au parc avec ton ex-mari ? Très touchant, ces retrouvailles. » Maëlle sentit ses jambes se dérober sous elle. « Je ne vois pas de quoi. Ne me prends pas pour un imbécile. » La voix de Thibault se durcit. « Mes hommes vous ont vu. Tu lui as tout raconté, pas vrai ? Ma petite espionne qui se rebelle. C'est mignon. » « Thibault, écoute-moi. »« Non, c'est toi qui vas m'écouter. Regarde tes messages. » D'une main tremblante, Maëlle ouvrit ses SMS. La photo qui s'afficha lui arracha un cri d'horreur. Anaïs, inconsciente, attachée sur une chaise dans un endroit sombre. Non, pas elle. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Au contraire, elle a tout à voir. C'est ta fille, après tout, et la fille de Bastien Delacroix. Comment je sais, ma chère Socorro, tu me déçois. Tu croyais vraiment pouvoir me cacher l'existence de cette petite pendant 10 ans. Maëlle s'effondra sur son canapé, la tête qui tournait. Il savait. Il avait toujours su. Qu'est-ce que tu veux ? Ce que j'ai toujours voulu. Les hôtels de ton ex-mari. Mais maintenant, les règles ont changé. Il a 24 heures pour me céder 50% de ses parts. S'il refuse, la petite disparaît, définitivement. Tu es un monstre. Je suis un homme d'affaires. Son rire résonna dans l'écouteur. Oh, et au fait,
J'ai un autre petit cadeau pour toi. » Une nouvelle photo apparut, Noémie, sa sœur, visiblement plus âgée, plus maigre, mais vivante. Et à côté d'elle, sur une autre chaise, Solène. Eh oui, ma chère petite sœur, elle a voulu jouer les héroïnes. Ça ne lui a pas très bien réussi. Villa de la Croix, 16h30. Bastien était dans son bureau quand son téléphone portable sonna. Numéro inconnu. Allô, Monsieur Delacroix. Ici, sœur Agnès, de l'orphelinat Sainte-Marie. Le cœur de Bastien s'arrêta. L'orphelinat d'Anaïs. Oui, il s'agit d'Anaïs Mendez. Elle a disparu cet après-midi. Un homme est venu la chercher en prétendant être envoyé par sa marraine. Nous avons immédiatement appelé la police, mais... J'arrive. Bastien raccrocha et se précipita vers la sortie. Dans le salon, Adrien jouait au Lego pendant que la télévision diffusait un dessin animé. « Adrien, où est maman ? Elle est sortie faire des courses. »« Pourquoi tu cours comme ça, papa ? » J'ai une urgence au bureau. Tu restes ici et tu attends maman, d'accord ? Mais Bastien était déjà parti, laissant son fils perplexe au milieu de ses jouets, entrepôt abandonné. Banlieue de Lyon, 17h en Solène, reprit connaissance dans un endroit sombre et humide. Sa tête la faisait souffrir atrocement, et ses poignets étaient attachés derrière son dos, en face d'elle. Une femme d'une 40aine d'années était ligotée sur une autre chaise, brune, très maigre, le regard éteint. « Vous êtes réveillée ?» dit la femme d'une voix faible. « Je m'appelle Noémie Beaumont. » Solène écarquilla les yeux. « La sœur de Maëlle. Vous connaissez ma sœur ? C'est compliqué. » Solène regarda autour d'elle. L'endroit ressemblait à un ancien entrepôt, avec des fenêtres condamnées et une odeur de moisissure. « Depuis combien de temps vous êtes ici ? » 11 ans. Noémie eut un sourire amer. 11 années à servir de monnaie d'échange pour que ma sœur obéisse à votre frère. Mon frère ? Solène sentit son cœur se serrer. Vous savez qui je suis. Solène Carrière, devenue Delacroix, la petite sœur de Thibaut, placée stratégiquement dans la vie de Bastien Delacroix pour l'espionner. Chaque mot était une gifle. Comment vous ? Thibaut parle beaucoup quand il vient me voir. Il est fier de ses manipulations. Très fier d'avoir réussi à faire épouser sa sœur à l'homme qu'il voulait contrôler. Solène ferma les yeux, écrasée par la culpabilité. Je ne voulais pas, au début, j'obéissais parce qu'il me faisait peur, parce qu'il menaçait de vous tuer si je refusais. Mais après, vous êtes tombée amoureuse. Oui, les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Je l'aime vraiment. Et Adrien est tout pour moi. Votre fils ne sait rien. Rien. Il croit que son oncle Thibaut est mort. Bastien ne l'a jamais rencontré. Un bruit de pas résonna dans l'entrepôt. Thibaut apparut, poussant devant lui une petite fille d'une 10aine d'années, encore étourdie par les drogues. Alors, mes beautés, on fait connaissance. Solène regarda la fillette avec horreur. Qui est-ce ? Anaïs Delacroix, la fille de ta prédécesseur et de ton mari, sa demi-sœur en quelque sorte. Sa fille ? Solène n'en croyait pas ses yeux. Bastien a une fille. Il ne te l'a jamais dit. Thibaut ricana. Décidément, les secrets de famille. Il attacha Anaïs sur une 3e chaise, puis sortit son téléphone. Maintenant, on va appeler papa et lui expliquer les nouvelles règles du jeu. Villa de la Croix, 17h30. Bastien rentrait de l'orphelinat, rongé d'angoisse, quand son téléphone sonna. Le numéro qui s'affichait lui glaça le sang. Qui êtes-vous ? Thibaut Carrière, l'homme qui détient ta fille. Qu'est-ce que vous voulez ? 50% de tes hôtels, les papiers signés et notariés d'ici demain 18h ans. Et en échange, ta fille reste en vie. Oh, et ta femme aussi d'ailleurs. Ma femme, Solène, qu'est-ce qu'elle ? Elle a voulu jouer les héroïnes. Très touchant. Maintenant, elle tient compagnie à ta fille et à la sœur de ton ex-épouse. Une vraie réunion de famille. Bastien sentit le monde vaciller autour de lui. Si vous leur faites du mal, tu quoi ? Tu appelleras la police ? Thibaut éclata de rire. J'ai des amis partout, mon vieux, dans la police, chez les juges, au gouvernement. Personne ne viendra t'aider. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Rendez-vous demain à 18h ans, entrepôt Marceau, zone industrielle de Vénissieux. Tu viens seul, avec les papiers. Si tu préviens qui que ce soit, les 3 femmes meurent. Si tu n'es pas à l'heure, elles meurent. Si les papiers ne sont pas en règle, elles meurent. Et après, tu pourras récupérer ta petite famille. Enfin,
ce qu'il en restera. La ligne se coupa, laissant Bastien dans un silence assourdissant. Il s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. Anaïs, sa fille qu'il n'avait jamais vue, était entre les mains d'un fou. Solène, la femme qui avait reconstruit sa vie, était en danger à cause de lui, et Noémie, la sœur de Maël, payait depuis 11 ans le prix de leur amour. « Papa !» La voix d'Adrien le fit sursauter. Son fils se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air inquiet. « Où elle est, maman ?» Elle devait rentrer pour le goûter. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que sa mère avait été kidnappée, que son père avait une autre fille, plus âgée, qu'il ne connaissait même pas, que leur vie paisible venait de voler en éclats? Maman a eu un empêchement, elle rentrera plus tard. Et pourquoi tu pleures? Bastien n'avait même pas réalisé que les larmes coulaient sur ses joues. Il attira Adrien contre lui, respirant l'odeur douce de ses cheveux. Parce que papa a des problèmes difficiles à résoudre. Quel genre de problèmes? Des problèmes de grands. Adrien leva vers lui ses grands yeux confiants. Tu vas les résoudre. Dis, tu es le plus fort papa du monde. Si seulement c'était vrai. Si seulement l'amour d'un enfant pouvait suffire à sauver une famille en morceaux. Dans sa poche, le téléphone de Bastien vibra. Un message de Maël. Il faut qu'on se voie. Tout de suite. J'ai un plan. Parking souterrain, centre commercial. 20 avril, Bastien descendit de sa voiture, le cœur battant. Il avait laissé Adrien chez sa mère, inventant une urgence professionnelle. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que sa mère avait été kidnappée et qu'il avait une demi-sœur en danger sans décès? Maël l'attendait près d'un pilier, emmitouflé dans un manteau sombre. Quand elle le vit approcher, elle se précipita vers lui. « Bastien, Dieu merci, tu es venu. Il a Anaïs. » Sa voix était brisée. « Notre fille, et Solène aussi. Je sais. » Elle lui montra son téléphone. « Il m'a envoyé des photos, pour me narguer. » Bastien regarda l'écran, et son cœur se serra. Anaïs, si petite, si fragile, attachée sur cette chaise, ses propres yeux bleus, terrifiés, dans le visage de l'enfant qu'il n'avait jamais pu serrer dans ses bras. « Elle me ressemble, » murmura-t-il. « Oui, surtout quand elle réfléchit. Elle a cette petite ride entre les sourcils, comme toi. Tu l'as déjà vue. » Maël détourna le regard. De loin, parfois, je ne pouvais pas m'empêcher de passer devant l'orphelinat. Pendant 10 ans, tu l'as regardée grandir sans pouvoir l'approcher. Il posa une main sur son épaule. « Je suis désolé, tellement désolé. Ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. J'ai voulu vous protéger, et j'ai tout détruit. » Non. Il la força à le regarder. « Tu as sacrifié ta vie pour nous sauver. C'est différent. » Un silence pesant s'installa entre eux, autour d'eux. Le parking souterrain résonnait du bruit des voitures et des pas pressés. La vie normale. Celle qu'ils avaient perdue. « Tu as dit que tu avais un plan. » reprit Bastien. « Oui, mais il est dangereux. Très dangereux. Je m'en fiche. Il faut sauver les filles. » Maël sortit de son sac un plan dessiné à la main. L'entrepôt Marceau. Je le connais. J'y ai travaillé pour Thibault il y a 5 ans. Elle lui montra les détails. Les entrées, les sorties, les zones d'ombre, les emplacements probables des gardes. Il y a une gala de charité demain soir à ton hôtel, c'est ça? Oui, pourquoi? Parce que Thibault ne résistera pas à l'occasion de t'humilier publiquement. Il va changer le lieu de rendez-vous au dernier moment. Il voudra que tu signes devant tout le gratin lyonnais. Comment tu peux en être sûr? Parce que je le connais, il adore le spectacle. Et puis, elle hésita. Il m'a dit de venir travailler demain soir, en tant que serveuse, pour assister à ta chute. Bastien la regarda, stupéfait. Tu vas être là. C'est notre chance. La seule. Pendant que tu négocies avec lui, je localise les otages et je les libère. C'est de la folie, s'il te voit. Oh, il ne me verra pas. Pour lui, je ne suis qu'une employée parmi d'autres. Et les gardes, les armes. J'ai des contacts, des gens qui détestent Thibault autant que moi. Elle lui tendit un petit téléphone. Prends ça, c'est un téléphone crypté. Quand je serai en position, je t'enverrai un signal. Quel signal? Tu le sauras. Bastien prit le téléphone, leurs doigts se touchant une fraction de seconde. L'électricité fut la même qu'autrefois, malgré les années et la douleur. Et si ça ne marche pas? Si on se fait prendre? Alors nos filles mourront. Sa voix était d'une froideur terrifiante. Et nous aussi, probablement. Villa de la Croix. 22 ans.
Bastien rentra chez lui pour trouver Adrien endormi sur le canapé, son doudou serré contre lui. Sa mère était partie après l'avoir couché, non sans poser 1000 questions auxquelles il n'avait pas pu répondre. Il porta son fils dans sa chambre, le bordant avec une tendresse infinie. Demain soir, tout serait terminé, d'une façon ou d'une autre. Papa. Adrien entr'ouvrit les yeux. Maman est rentrée. Pas encore, mon bonhomme, mais elle rentrera bientôt. Tu me promets? Je te promets, mensonge. Il ne pouvait rien promettre. Mais comment avouer à un enfant que sa mère était peut-être déjà morte? Dans son bureau, Bastien ouvrit le coffre-fort et sortit tous ses papiers, actes de propriété des hôtels, statuts de la société, comptes bancaires, 11 ans de travail acharné, un empire qu'il avait construit pierre par pierre depuis la mort supposée de Maëlle. Si demain tout s'effondrait, au moins Adrien serait à l'abri. Il avait pris ses dispositions. Si quelque chose lui arrivait, sa mère s'occuperait de son fils. Adrien grandirait loin de cette folie, loin des mensonges et de la violence. Il sortit son téléphone portable et composa le numéro de son avocat. « Maître Durand, Sébastien Delacroix. Oui, je sais qu'il est tard. J'ai besoin que vous prépariez des papiers pour demain matin. Une session de part. Entrepôt Marceau. Même moment dans l'obscurité froide de l'entrepôt. 3 femmes veillaient. Anaïs avait repris connaissance, mais elle restait silencieuse, les yeux écarquillés de terreur. Solène tentait de la rassurer par des mots doux, tandis que Noémie semblait perdue dans ses souvenirs. « N'aie pas peur, ma chérie, » murmurait Solène. « Ton papa va venir te chercher. »« Mon papa ?» Anaïs leva vers elle ses yeux bleus, les yeux de Bastien. « Vous connaissez mon papa ?» Solène sentit sa gorge se serrer. Comment expliquer à cet enfant qu'elle était la femme de son père, qu'elle avait un demi-frère de 7 ans qui ne savait même pas qu'elle existait? « Oui, je le connais, il t'aime beaucoup. Mais alors pourquoi il m'a jamais rendu visite? Pourquoi je suis à l'orphelinat? C'est compliqué, ma puce. Parfois, les grandes personnes font des choses difficiles à comprendre. » Noémie sortit de son mutisme. Elle ne sait pas. Quoi? Solène se tourna vers elle. Elle ne sait pas que sa mère est vivante. Maëlle ne lui a jamais dit. Sa mère, mais je croyais, que Maëlle était morte. Non. Elle a simulé sa mort pour nous protéger. Mais cette petite a grandi en croyant être orpheline. Solène regarda Anaïs avec une compassion nouvelle. Cet enfant portait le même poids qu'elle. Grandir dans le mensonge, ne pas connaître la vérité sur sa famille. « Madame », Anaïs s'adressait à Noémie, « vous avez dit « nous protéger », vous me connaissez. » Noémie sourit tristement. « Je suis ta tante, ma chérie, la sœur de ta maman. »« Ma maman. » Les yeux d'Anaïs s'illuminèrent. « Elle est vivante. »« Oui, et elle t'aime plus que tout au monde. Si elle ne pouvait pas venir te voir, c'est parce qu'elle voulait te protéger. » De quoi? De l'homme qui nous retient prisonnières, de la méchanceté du monde. Anaïs digéra l'information en silence. Puis, avec cette logique implacable des enfants, elle demanda « Et pourquoi papa il sait pas que j'existe ?» Cette fois, ce fut Solène qui répondit « Parce que ta maman n'a pas pu le lui dire, elle croyait que c'était mieux comme ça. »« Mais c'est pas mieux !» explosa soudain Anaïs. « C'est nul, j'ai un papa et une maman, et je les connais même pas. Et maintenant, le méchant monsieur, il va nous faire du mal. » Elle se mit à pleurer, de gros sanglots qui fendaient dans le cœur. Solène aurait voulu la prendre dans ses bras, la consoler, mais ses liens l'en empêchaient. « Écoute-moi, Anaïs, ton papa et ta maman vont venir nous sauver. Je te le promets. » Comment vous pouvez le promettre? Parce que quand on aime quelqu'un, on fait tout pour le protéger. Et tes parents t'aiment, énormément. Hôtel Delacroix. 23h dans les cuisines de l'hôtel, les préparatifs du gala battèrent leur plein. Demain soir, 300 invités de marque se retrouveraient pour une soirée de charité au profit des enfants défavorisés. L'ironie de la situation n'échappait pas à Bastien. Il vérifia une dernière fois l'organisation avec son chef d'équipe, s'assurant que tout serait parfait. Si c'était sa dernière soirée en tant que patron, autant qu'elle soit mémorable. Monsieur Delacroix, une jeune femme de l'agence d'intérim s'approcha. « Voici la liste du personnel de service pour demain. Comme vous l'aviez demandé, nous avons rajouté Socorro Mendes aux serveuses. » Bastien prit la feuille, le cœur battant. Le nom de Maëlle y figurait. En bas de liste, demain soir. Elle serait là, dans sa propre maison, face au danger. Parfait. Assurez-vous qu'elle soit affectée au service des VIP. Bien, monsieur.
Il remonta dans son bureau et s'installa face à la fenêtre qui donnait sur Lyon. Quelque part dans cette ville, ces 3 femmes attendirent d'être sauvées, sa fille qu'il ne connaissait pas, sa femme qui avait reconstruit sa vie, et la sœur de son premier amour. Demain soir, tout se jouerait, liberté ou mort, vérité ou mensonge, amour ou destruction. Il prit le téléphone crypté que lui avait donné Maëlle et l'alluma. Un seul message s'affichait. « Quoi qu'il arrive demain, sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer, M. » Il contempla l'écran longuement, puis tapa sa réponse. « Moi non plus. On va les sauver. Toutes les 3. B. » Dehors, Lyon dormait paisiblement, ignorant que demain soir, dans un hôtel de luxe, se jouerait le destin d'une famille brisée par 11 années de mensonges. Dans quelques heures, la guerre commencerait. Hôtel de la Croix. 19h100. Le grand salon de l'hôtel scintillait de 1000 feux, lustres en cristal, nappes blanches immaculées, orchidées rares disposées avec art, 300 invités en tenue de soirée sirotaient du champagne millésimé, ignorant que cette élégante réception de charité allait se transformer en champ de bataille. Bastien, impeccable dans son smoking noir, accueillait ses invités avec un sourire de façade. Dans la poche intérieure de sa veste, les documents de cession de ses hôtels attendaient, le prix de 3 vies. Monsieur Delacroix, le maire de Lyon s'approcha, rayonnant. Magnifique soirée. Cette cause me tient vraiment à cœur. Les enfants défavorisés. Si seulement il savait qu'un enfant défavorisé de 10 ans, sa propre fille, était retenu en otage à quelques kilomètres de là. Merci, monsieur le maire. Votre présence nous honore. Bastien balaya la salle du regard, cherchant Maëlle parmi les serveurs. Elle était là, près du buffet, méconnaissable dans son uniforme noir et blanc, les cheveux tirés en chignon strict. Leurs yeux se croisèrent une fraction de seconde, et elle lui fit un signe imperceptible de la tête. Elle était prête, 20h30. Service des VIP Maëlle circulait entre les tables avec des plateaux d'amuse-bouche, l'oreillette discrète que lui avait fournie son contact crachotant doucement. Elle avait passé l'après-midi à étudier les plans de l'hôtel, identifiant chaque issue, chaque angle mort, chaque cachette possible. « Équipe Alpha en position », murmura-t-elle dans son micro-cravate. « Cible non localisée. Patience, Socorro. » La voix de Marcus, son ancien partenaire du temps où elle travaillait pour Thibaut, résonna dans son oreille. « Il ne tardera pas. » Marcus, un des rares hommes de Thibaut, qui avait fini par le haïr autant qu'elle. Sa fille aussi avait été prise en otage. 3 ans plus tôt. Elle n'avait pas survécu. Depuis, il n'attendait qu'une occasion de se venger. « Mademoiselle », un invité lui fit signe. « Pourrais-je avoir du champagne ?»« Bien sûr, monsieur. » Elle se dirigea vers le bar, passant près de Bastien qui discourait avec un groupe d'industriels. Il était tendu. Elle le voyait à la façon dont il serrait son verre, à cette ride entre ses sourcils qu'elle connaissait si bien. « Tiens bon, » pensa-t-elle. « Encore un peu. 21h. Grande salle. Mesdames et messieurs. » La voix du maître de cérémonie résonna dans la salle. « Si vous vouliez bien prendre place, nous allons commencer la vente aux enchères caritatives. » Les invités se dirigèrent vers leur table. Mais Bastien ne bougea pas. Son téléphone venait de vibrer. Changement de programme. Salle de conférence. 3e étage. Maintenant, viens seul. T. Bastien leva les yeux vers Maëlle. Elle avait vu le message et acquiesçait discrètement. Le piège se refermait. Il s'éclipsa discrètement, montant l'escalier de service vers le 3e étage. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'on pouvait l'entendre. Salle de conférence. 21h15. Bastien poussa la porte de la salle de conférence Monet, la plus grande de l'hôtel. Les lumières étaient tamisées, et au centre de la pièce, 3 chaises avaient été disposées sous un projecteur improvisé. Anaïs, Solène et Noémie, sa fille, sa femme, la sœur de son premier amour. Anaïs, le prénom s'échappa de ses lèvres comme une prière. La petite fille leva vers lui ses yeux bleus, ses yeux, et il eut l'impression que son cœur explosait dans sa poitrine. Elle lui ressemblait tant, cette petite ride entre les sourcils quand elle se concentrait, cette façon de pencher la tête. « Papa !» Et sa voix était si petite, si fragile. « C'est vraiment vous !» Il fit un pas vers elle, mais une voix l'arrêta. « Bonjour, Bastien !» Thibaut Carrière émergea de l'ombre, élégant dans son smoking, un sourire cruel aux lèvres. Derrière lui,
4 hommes armés prenaient position. Libérez-les ! Bastien sortit les papiers de sa poche. Voici ce que vous voulez. Voyons d'abord si tout est en règle. Thibault feuilleta les documents. 50% des hôtels de la Croix. Parfait. Maintenant détachez-les. Pas si vite. Thibault s'approcha d'Anaïs, caressant cruellement ses cheveux. La petite fille frémit de terreur. Tu sais qui est cet enfant? Ma fille. Ta fille que tu n'as jamais vue. Que tu as abandonnée dans un orphelinat pendant 10 ans. Quel père merveilleux tu fais. Je ne savais pas qu'elle existait. Ah oui, c'est vrai. Ta chère Maëlle ne t'avait rien dit. Thibault ricana. Famille de cachotières. C'est Beaumont. Pas vrai, Noémie? La sœur de Maëlle releva la tête, et Bastien fut frappé par sa ressemblance avec celle qu'il avait aimée. Mais 11 ans de captivité avaient creusé son visage, éteint ses yeux, laissé les enfants tranquilles, murmura-t-elle. Prenez votre argent et partez. Les enfants? Thibault éclata de rire. Mais j'adore les enfants. Tiens, j'en ai un autre qui devrait nous rejoindre bientôt. Le sang de Bastien se figea. Quoi? Adrien Delacroix, 7 ans, actuellement en route vers ici, accompagné de mes hommes, réunion de famille complète. C'est touchant. Non. Bastien se précipita vers lui, mais les gardes l'arrêtèrent brutalement. Laissez mon fils en dehors de ça. Ton fils. Thibault pointa Anaïs du doigt. Et elle, ce n'est pas ta fille. Tu préfères l'enfant que tu as élevé à celui que tu as abandonné. Je n'ai abandonné personne. Vraiment? Alors prouve-le. Thibault sortit un pistolet de sa veste et le tendit à Bastien. Choisis, sauve un de tes enfants, l'autre meurt. En bas, Service Maëlle avait quitté son poste de serveuse, dans les sous-sols de l'hôtel. Elle retrouva Marcus et ses 3 hommes. Ils sont au 3e étage, chuchota-t-elle. Salmonnet, 4 gardes armés plus Thibault. Et les otages, 3 femmes, ligotées au centre de la pièce sous un projecteur. Plan d'attaque. Maëlle déroula le plan qu'elle avait dessiné. Conduit d'aération. On peut accéder à la salle par le plafond. Marcus et Dimitri. Vous descendez par là. Jean-Luc et moi. On passe par la porte de service. Armement. Pistolets avec silencieux. On ne peut pas risquer de panique dans l'hôtel. Il y a 300 invités en bas. Et si ça tourne mal? Maëlle chargea son arme d'un geste expert. Ça ne tournera pas mal. Salmonnet. 21h45. Alors, Bastien. Thibault agitait son pistolet avec désinvolture. Tu choisis lequel de tes enfants? Bastien regardait alternativement Anaïs et la porte, espérant qu'Adrien n'arriverait pas. Sa fille le fixait de ses grands yeux bleus, et il lisait dans son regard une question muette. Pourquoi papa ne me sauve pas? Je ne choisirai pas. Alors ils mourront tous les deux. Thibault arma son pistolet. Dommage. Soudain, les lumières s'éteignirent. Dans l'obscurité totale, des coups de feu étouffés résonnèrent. Bastien plongea vers Anaïs, la protégeant de son corps. « Papa !» cria-t-elle. « N'aie pas peur, ma chérie. Papa est là. » Des bruits de lutte, des cris étouffés. Puis le silence. Une lampe torche s'alluma, révélant Maëlle debout, au centre de la pièce. Son arme encore fumante à la main. Autour d'elle, les hommes de Thibault gisaient au sol. « Maëlle !» Bastien se précipita vers les otages pour les détacher. « Comment ? Plus tard. Il faut partir. Maintenant. » Elle se dirigea vers Thibault, à genoux, blessé à l'épaule. « Où est Adrien ? Quelle importance ?» Il cracha du sang. « Il est trop tard. Mes hommes l'ont déjà. » Maëlle pointa son arme vers sa tête. « Où ? Parking souterrain, niveau 2. Mais vous n'arriverez jamais à temps. » « Solène, » Bastien libérait sa femme. « Tu peux marcher. » « Oui. » Elle chancela, mais tint debout. Anaïs, la petite fille, maintenant libre, courut vers Bastien qui la prit dans ses bras pour la première fois. Elle était si légère, si fragile. Sa fille, son bébé qu'il découvrait à 10 ans. « Papa. » Elle leva vers lui un visage barbouillé de larmes. « C'est fini. » « Oui, ma chérie, c'est fini. » Mais soudain, Thibault bondit malgré sa blessure. Un couteau à la main. Il se jeta vers Anaïs, la lame scintillant sous la lumière. « Si je meurs, elle meurt avec moi. » Solène se dressa entre lui et l'enfant. La lame s'enfonça dans sa poitrine dans un bruit sourd. « Non !» Bastien et Maëlle crièrent en même temps. Solène s'effondra, le sang coulant abondamment de sa blessure. Thibault leva de nouveau son couteau. Mais cette fois,
Maëlle fut plus rapide. Le coup de feu résonna dans la salle. Thibault Carrière s'écroula. Définitivement. Solène. Bastien s'agenouilla près de sa femme. « Ah, reste avec nous. Bastien. » Sa voix était faible, hachée. « Prends soin d'Adrien et d'Anaïs. Elle mérite de connaître son père. Tu vas t'en sortir. Les secours arrivent. » « Non. » Elle sourit faiblement. « Je t'ai aimé. Vraiment aimé. Malgré tout. Moi aussi je t'aime. Pardonne-moi. Pour les mensonges. J'ai essayé d'être une bonne épouse, une bonne mère. Tu as été parfaite. » Solène tourna son regard vers Maëlle, qui s'était agenouillée de l'autre côté. « Prenez soin de lui et des enfants. Promettez-moi. »« Je vous le promets, » murmura Maëlle, les larmes aux yeux. Solène ferma les yeux avec un dernier souffle. Dans les bras de Bastien, Anaïs pleurait silencieusement, comprenant instinctivement qu'elle venait de perdre une mère qu'elle n'avait pas eu le temps de connaître. « Il faut aller chercher Adrien, » dit Maëlle doucement. Bastien hocha la tête, déposa un baiser sur le front de Solène, puis prit la main d'Anaïs. « Viens, ma chérie, on va chercher ton frère. » 6 mois plus tard, Villa de la Croix. Dimanche matin, le soleil d'avril filtrait à travers les rideaux de la salle à manger, éclairant une scène que Bastien n'aurait jamais osé imaginer 6 mois plus tôt, autour de la grande table de chêne. 3 générations de sa famille reconstituée prenaient à leur petit déjeuner. Anaïs, maintenant âgée de 11 ans, aidait patiemment Adrien avec ses devoirs de mathématiques. Ses longs cheveux châtains, si semblables à ceux de sa mère, tombaient en cascade sur ses épaules, tandis qu'elle expliquait une division avec la patience d'une grande sœur accomplie. « Tu vois, Adrien, quand tu divises par 4, tu imagines que tu partages en 4 parts égales. » Expliquait-elle de sa voix douce. Adrien, désormais âgé de 8 ans, hochait la tête avec sérieux. L'adaptation n'avait pas été facile pour lui, perdre sa mère, découvrir qu'il avait une grande sœur, voir son père retrouver son premier amour. Mais avec cette résilience merveilleuse des enfants, il avait fini par accepter sa nouvelle réalité familiale. Comme ça. Il montra son cahier à Anaïs. « Parfait, tu es très douée. » Bastien observait cette scène depuis le seuil de la cuisine. Une tasse de café à la main, le cœur empli d'une émotion qu'il avait cru à jamais perdue. Le bonheur, simple, quotidien, fait de ces petits riens qui tissent une vie de famille. Ils sont beaux ensemble, n'est-ce pas? Il se tourna vers Maëlle qui s'approchait, portant un plateau de viennoiserie fraîche. Elle avait repris du poids, ses joues avaient retrouvé leur couleur, et ses yeux verts pétillaient de nouveau de cette joie de vivre qu'il avait tant aimée autrefois. Ils ont créé leur propre complicité, répondit-il en l'embrassant tendrement sur la tempe. Anaïs protège Adrien, et Adrien la fait rire. C'est exactement ce dont ils avaient besoin tous les deux. Maëlle posa le plateau sur la table, ébouriffant affectueusement les cheveux d'Adrien au passage. Le petit garçon leva vers elle un sourire radieux. « Maëlle, tu as acheté des pains au chocolat. »« Bien sûr, mon cœur, c'est dimanche. » L'adaptation avait été plus difficile pour Adrien concernant Maëlle. Comment appeler cette femme qui était redevenue la compagne de son père? Pas maman. Ce titre appartenait à jamais à Solène. Pas Madame de la Croix. Trop formelle pour une famille. Ils avaient fini par trouver leur équilibre. Maëlle tout simplement, avec toute l'affection que ce prénom portait. « Papa, on peut aller au parc cet après-midi ?» demanda Anaïs. « J'aimerais montrer à Adrien comment faire du cerf-volant. » « Excellente idée, ma chérie. L'après-midi, parc de la Tête d'Or, le même parc où, 6 mois plus tôt, Bastien et Maëlle avaient échangé leurs premiers mots après 11 années de séparation. Aujourd'hui, ils étaient allongés sur une couverture à carreaux, regardant leurs enfants courir dans l'herbe verte en tenant la ficelle d'un cerf-volant multicolore. « Tu te souviens ?» murmura Maëlle, la tête posée sur l'épaule de Bastien. « Le banc là-bas, tu m'avais demandé pourquoi j'avais disparu. Et tu m'avais dit que nous allions tous mourir si je ne faisais pas semblant de ne pas te connaître. J'avais si peur ce jour-là, peur que Thibault découvre qu'on s'était vus, peur de te perdre une nouvelle fois. » Bastien resserra son étreinte autour d'elle. « Nous avons perdu tant d'années, mais nous les avons retrouvés, grâce à eux. » Elle désigna les enfants du Menton. Anaïs a un père, Adrien a une grande sœur, et nous avons une famille. Au loin, Anaïs apprenait patiemment à Adrien comment diriger le cerf-volant. Le petit garçon riait aux éclats chaque fois que l'engin plongeait vers le sol.
et sa sœur le rasseyait avec cette bienveillance naturelle qui la caractérisait. « Elle lui ressemble », observa Bastien, « à Solène, cette façon de prendre soin des autres avant elle-même. » Le nom de Solène ne provoquait plus de douleur, mais une mélancolie douce. Ils en parlaient souvent, naturellement, gardant sa mémoire vivante pour Adrien. « Elle nous a sauvés », dit Maëlle, au sens propre, si elle ne s'était pas sacrifiée. Je sais, et je pense qu'elle serait heureuse de nous voir aujourd'hui, ensemble, avec les enfants. Flashback, 3 mois plus tôt, la révélation que Solène était la sœur de Thibaut avait été un choc terrible pour Bastien. Comment la femme qui avait partagé sa vie pendant 8 ans, qui lui avait donné un fils, avait-elle pu lui cacher cette vérité? Mais les dernières paroles de Solène, et surtout la découverte que c'était elle qui, secrètement, finançait les soins d'Anaïs à l'orphelinat depuis des années, avait révélé la vérité, malgré les mensonges imposés par son frère. Solène avait véritablement aimé sa famille d'emprunt. Elle envoyait de l'argent pour moi, avait demandé Anaïs quand Bastien le lui avait expliqué. Oui, ma chérie, même sans te connaître, elle veillait sur toi, comme une marraine. Alors elle était gentille, très gentille, et elle t'aurait adoré. Retour au présent. Papa, Maëlle, regardez. Adrien courait vers eux, le cerf-volant flottant haut dans le ciel. Il vole tout seul maintenant. Bravo, mon champion! Bastien se leva et prit son fils dans ses bras. Anaïs m'a dit qu'on pourrait en faire un plus grand la semaine prochaine. Un avec des dragons dessus. Si Anaïs l'a dit, alors nous le ferons. La petite fille les rejoignit. Essoufflée mais rayonnante, ces 6 derniers mois avaient opéré une transformation miraculeuse chez elle. Fini la petite orpheline triste et solitaire. Place à une enfant épanouie, sûre d'être aimée, qui découvrait chaque jour les joies d'avoir une vraie famille. « On rentre », proposa Maëlle. « J'ai promis à Noémie de passer la voir ce soir. » Noémie, la sœur de Maëlle, avait eu besoin de longs mois de thérapie pour surmonter ses 11 années de captivité. Elle vivait désormais dans un petit appartement près de chez eux. Réapprenant lentement les gestes de la vie normale, Bastien avait tenu à financer ses soins et son logement. C'était le moins qu'il puisse faire pour celle qui avait payé si cher l'amour de sa sœur. Le soir, cuisine de la villa pendant que les enfants regardaient un film au salon. Bastien et Maëlle préparaient le dîner ensemble. Geste simple, quotidien, qui avait pourtant quelque chose de miraculeux après tant d'années de séparation. Les hôtels de la Croix ont fait un bénéfice record ce trimestre, annonça Bastien en coupant des légumes. Les centres d'aide aux victimes d'enlèvement que nous avons ouverts dans chaque établissement marchent très bien. C'était l'autre transformation majeure de ces 6 derniers mois. Bastien avait décidé de donner un sens nouveau à son empire hôtelier. Chaque hôtel abritait désormais un centre gratuit d'aide psychologique et juridique pour les victimes de séquestration et leurs familles. Le projet avait été baptisé Fondation Solène, en mémoire de sa seconde épouse. Solène serait fière, murmura Maëlle. J'espère, c'est notre façon de transformer quelque chose de terrible en force positive. Comme nous. Elle s'approcha de lui, passant ses bras autour de sa taille. Nous avons transformé 11 années de séparation en force pour reconstruire notre amour. Il se tourna vers elle, plongeant ses yeux dans les siens. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je croyais que tu étais morte. Je sais, moi aussi je t'aime, différemment qu'avant, mais plus profondément, différemment. Avant, nous étions jeunes, insouciants. Notre amour était passion pure. Maintenant, il est tissé d'épreuves, de pardon, de reconstruction. Il est plus solide. Bastien l'embrassa tendrement, et dans ce baiser se mêlaient toutes les émotions de ces derniers mois. Les retrouvailles, la peur, la douleur, mais surtout l'espoir et la gratitude. Papa, Maëlle, Anaïs apparut dans l'embrasure de la porte. Adrien s'est endormi sur le canapé. On arrive, ma chérie. Ils trouvèrent le petit garçon profondément endormi. Son doudou serré contre lui, Bastien le porta délicatement dans sa chambre, suivi de Maëlle et Anaïs. Il a l'air si paisible, chuchota Anaïs en regardant son petit frère dormir. Comme toi quand tu dormais à son âge, répondit Maëlle en caressant les cheveux de sa fille. Tu me regardais dormir quand j'étais petite. Parfois, de très loin, ça me faisait tellement mal de ne pas pouvoir te prendre dans mes bras. Mais maintenant tu peux. Anaïs se blottit contre sa mère. Maintenant, on est une vraie famille. Oui, ma chérie, une vraie famille. Plus tard,
Chambre de Bastien et Maëlle dans l'intimité de leur chambre, Bastien et Maëlle se préparèrent pour la nuit. Geste simple d'un couple qui se retrouve, qui réapprend à vivre ensemble après avoir tout perdu et tout retrouvé. « Tu crois qu'ils seront heureux ?» demanda Maëlle en brossant ses cheveux. Anaïs et Adrien, malgré tout ce qu'ils ont vécu. Regarde-les. Bastien s'assit sur le lit, l'observant dans le miroir. Ils sont déjà heureux, ils ont ce que nous n'avons jamais eu. Une famille entière, unie, qui les aime. Et nous serons heureux. Il se leva et vint se placer derrière elle, posant ses mains sur ses épaules. Nous le sommes déjà, différemment qu'avant, comme tu disais, mais nous le sommes. Parfois j'ai encore peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve. Il déposa un baiser sur sa nuque. C'est notre seconde chance, notre rédemption. Ils se couchèrent, et dans l'obscurité douce de leur chambre, ils écoutèrent les bruits familiers de leur maison, le léger ronflement d'Adrien dans la chambre d'à côté, Anaïs qui tournait les pages d'un livre dans la sienne, le tic-tac régulier de l'horloge du couloir, les bruits d'une famille, d'un foyer, d'un amour reconstruit sur les ruines du passé. « Bonne nuit, mon amour », murmura Bastien. « Bonne nuit. » Et pour la première fois depuis 11 ans, ils s'endormirent ensemble, apaisés, en sachant que demain ils se réveilleraient dans les bras l'un de l'autre, avec leurs enfants en sécurité sous le même toit. Une saga de seconde chance avait trouvé sa fin heureuse. L'amour avait triomphé du mensonge. La famille du chaos, l'espoir du désespoir, quelque part au-dessus d'eux, Solène veillait sur cette famille qu'elle avait contribué à sauver et souriait